Ensuite, on passe du 7e art à l'art contemporain en compagnie de l'invité d'André Berkoff, Yves Michaud, auteur de ce livre « Ceci n'est pas une tulipe », publié chez Fayard. Yves Michaud, j'ai lu votre pamphlet, parce qu'on peut dire que c'est un pamphlet mais informé, très informé, parce que vous êtes parti, et c'est très intéressant, vous avez fait un décryptage, vous avez fait un décodage de cette fameuse sculpture de Jeff Koons, qui est, avec ses tulipes et cette main qui tient les tulipes, qui est près du Petit Palais, en plein Paris, tout près des Champs-Élysées, et effectivement, que vous soyez parisien ou non, si vous venez à Paris, vous ne pouvez pas, si vous passez par le 8e arrondissement et les Champs-Élysées, vous ne pouvez pas l'éviter. C'est une immense sculpture avec une main qui tient. Mais qui tient quoi, Yves Michaud, quand on la regarde ? Qui tient apparemment un bouquet de fleurs, mais je dirais que comme personne n'a vraiment regardé, quand on regarde, c'est un peu plus bizarre parce que effectivement, Koons, comme il en a l'habitude, emballe ces fleurs derrière une sorte de cellophane, enfin, comme si c'était une cellophane ou de la guimauve. Et en fait, ça ressemble beaucoup à ce que je dis, je dis des trous du cul. J'appelle les tulipes, en fait, je les appelle des culipes. Des culipes. Mais ce qui m'a intéressé, c'est d'abord que en fait, toute cette histoire s'est déroulée pendant 3 ans, c'est-à-dire depuis l'offre du cadeau, entre guillemets, un cadeau jusqu'à l'inauguration, sans que personne regarde vraiment les visuels. Et ça, déjà, ça me semble intéressant. Mais vous voulez dire, il n'y a pas eu personne à regarder ? Ils ont donné dans le dossier, mais j'ai été étonné que personne n'ait regardé de près ce qui était proposé, parce que comme monument, je dirais, à des victimes, je trouve que c'est un peu cocasse, c'est pas vraiment un bouquet de fleurs. Et comme, en plus, quand on connaît parce qu'il faut rappeler, je dis ça aux auditeurs, et je recommande évidemment votre livre, il faut rappeler qu'il a, lui, très, très nommément et explicitement, c'est un hommage au massacre du Bataclan du 13 Exactement, novembre. C'est un hommage de l'Amérique à la France et aux victimes des attentats. Bon, mais en fait, c'est pas du tout ça. Je veux dire, c'est plutôt une manifestation de la suprématie de Koons comme l'artiste le plus cher du monde. Et ce qui m'a étonné, si vous voulez, c'est que personne n'ait vraiment regardé ce monument au moment où on l'a accepté, mais ça correspond très bien, je dirais, à ce que j'appelle l'art contemporain financiarisé, où à partir du moment où ça vaut cher, où l'artiste est connu et où c'est plein de bons sentiments, parce que là c'était des hommages à des victimes, on regarde pas, je veux dire, il y a une perte du regard esthétique. Moi je suis étonné que les autorités de la ville de Paris aient pas regardé ce qu'on nous présentait, surtout que quand en plus on sait que Koons a toujours eu un intérêt très prononcé pour la pornographie. Tout art est sexuel. Je cite une interview qu'il a donnée. Il avait épousé la Cicciolina, la fameuse hongroise. Voilà, exactement. Il a une de ses séries sur le paradis est totalement pornographique. Et je veux dire, c'est quand même, c'est un homme extrêmement intelligent et malin. Je dis pas qu'il est subtil, mais il est sûrement malin. Et il y a quand même du double entendre, comme on dit dans cette pièce, mais personne n'a vraiment regardé. Mais alors justement, ça pose véritablement le problème de comment on choisit, parce que au-delà même des tulipes, comment on choisit les embellissements, entre guillemets, d'une ville, comment on le fait, qui choisit, et qu'est-ce que c'est que cette question du mobilier urbain ? On va en reparler, Yves Michaud, après ceci. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, le face-à-face. Et nous continuons notre conversation avec Yves Michaud pour son livre, à la fois pamphlet et à la fois décryptage de l'art contemporain quand il est loué dans les villes, et quel art et quelle ville. Ceci n'est pas une tulipe, art, luxe et enlaidissement des villes. C'est publié chez Fayard. Yves Michaud, mais comment ça se passe ? C'est-à-dire l'opération, Jeff Koons, artiste le plus cher du monde, il dit allez, je vais le léguer. Enfin, je vais donner à la ville de Paris, un cadeau. Ça a quand même coûté près de 3 millions d'euros, pourquoi pas. Mais comment ça se passe ? Comment les décisions se prennent dans cette matière d'art, et je dirais de mobilier urbain, d'embellissement, entre guillemets, des villes, etc. Alors normalement, on a le principe de la commande publique, que ce soit une commande publique ou un achat public, que ce soit la ville de Paris, je veux dire, la direction culturelle de la ville de Paris, qu'a eu Jean-Jacques Aillégon pendant des années, ou que ce soit la commande publique venant du ministère de la Culture. Mais là,
ça ne veut pas dire que les résultats soient bien meilleurs, hein. Mais à ce moment-là, peut-être que c'est un peu plus transparent, je dirais. Mais là, en l'occurrence, on a contourné complètement les procédures normales. C'est d'ailleurs ce que fait Madame Hidalgo, hein, et Christophe Girard, en organisant, en détachant 2 fonctionnaires de la ville de Paris à la tête d'une association qui s'appelle Fonds pour Paris, qu'elle a créé ex nihilo. Qui a été créée en même temps que d'ailleurs l'entreprise Noirmont Art Production, qui est les anciens galeristes de Noirmont, qui eux représentent, je dirais, l'ingénierie de la réalisation de ces projets. Donc les 2 choses ont été créées à peu près en même temps, et en fait ça donne une structure, je dirais, associative, mais qui est en fait privée, avec quelques représentants de la mairie de Paris quand même, mais une majorité d'opérateurs qui sont des opérateurs du tourisme, qui sont des opérateurs de l'immobilier, qui sont des opérateurs du monde de l'art contemporain, que ce soit LVMH ou que ce soit Pinault, etc. Et donc comme ça, ils décident eux-mêmes, entre gens compétents, parce qu'en fait ils ont une certaine compétence, ils décident de ce qui est bon pour Paris. Alors c'est le Fonds pour Paris qui a fait les fontaines du rond-point des Champs-Élysées, 6,5 millions d'euros payés par le Qatar. C'est pas mal la nuit. La nuit éclairée, c'est bien. Mais le jour, c'est pas terrible. Et 6,5 millions. Ils ont d'autres projets. Ces fontaines, là, ont coûté 6,5 exactement. millions. Il suffit d'aller sur le site Fonds pour Paris, vous trouverez tout ça. Et il y a quoi? Il y a le Qatar, il y a le Qatar, il y a la Société des Eaux de Paris, il y a Jean-Marie Weston, il y a Natixis, etc. On retrouve un peu, en gros, toujours les mêmes, grâce aux lois d'ailleurs sur le mécénat qui avait fait voter à Yagon. Il faut rappeler, parce qu'il y a une défiscalisation. Défiscalisation de 60% de l'investissement des entreprises. Avant, c'était autour de 40%, maintenant c'est 60%. Et donc, vous avez un petit groupe, je dirais, ce que j'appelle une nomenclature culturelle, je veux dire, c'est à peu près l'équivalent de ce qui se passe en politique aujourd'hui, c'est-à-dire un petit groupe de décideurs, en principe compétents, mais disons auto-désignés, qui décident de ce qui est bien. Et qui se connaissent tous entre eux. On est véritablement, on est dans le réseau mondain et dans le réseau financier en même temps. Alors moi, j'ai rien contre, si vous voulez, mais je pense qu'il vaudrait quand même que ça soit un peu plus transparent, encore que j'ai trouvé tous les renseignements très facilement en allant sur les sites du Fonds pour Paris, etc. Mais enfin, cela dit, par exemple, les 3,5 millions du coût de l'opération de Jeff Koons, là, c'est beaucoup plus opaque parce qu'il se peut que ça ait coûté moins cher. C'est quand même bizarre aussi qu'on ait fait appel à une fonderie allemande qui est en fait une succursale d'une fonderie française, ce qui est quand même bizarre parce que ça veut dire peut-être qu'on ne veut pas que tout le vrai prix se connaisse, etc. Bon, il y a tout, mais en fait, il y a une sorte de privatisation, si vous voulez, ce qui est la raison de mon pamphlet. Sinon, j'aurais pas écrit ça uniquement sur Koons. Il y a une privatisation de la décision sur l'espace public. Et ça, je trouve que c'est extrêmement dangereux, d'autant que, comme je le montre ensuite dans un chapitre ultérieur, c'est lié, je dirais, à un plan de Disneylandisation, si vous voulez, du centre de Paris pour le tourisme de luxe, l'industrie du luxe, et je dirais la liaison avec l'art contemporain de luxe. Donc, parce que ça va depuis l'Arc de Triomphe, qui va être mis en lumière par Eliafur Eliasson, c'est un projet de Fonds pour Paris. La Madeleine qui va être mise en lumière tous les projets, par c'est Fonds pour Paris, quoi. C'est Fonds pour Paris, tous les gros projets. Il y a un projet de réalisation mise en lumière par James Turrell, c'est un très bon artiste, mais encore une fois, je veux dire d'abord qui choisit ces artistes, pourquoi ceux-là plutôt que d'autres, et puis visiblement ça s'inscrit dans un projet, je dirais, de transformation de tout le centre, de l'hypercentre de Paris, en zone de luxe et de tourisme. Alors, j'ai rien contre, mais qu'on le dise au moins. Par exemple, je suis très étonné qu'au niveau de la campagne des élections municipales, il n'y ait pas un mot sur ces enjeux-là. C'est quand même très important. Bien sûr. Et puis que les Parisiens aient leur mot à dire. Et qu'on sache si on veut. Est-ce qu'on veut que l'économie de Paris soit entièrement sur le tourisme et sur le luxe dans le centre? Parce que, je veux dire, actuellement, une des sociétés qui est liée à tout ça, de l'immobilier, a une activité intense, je dirais, de rénovation des hôtels du 9e arrondissement pour les monter en gamme, par exemple. C'est quand même troublant. Et puis après, ça pose plus largement, ce que je dis, j'élargis encore, la question de qu'est-ce qu'on met dans la ville, parce qu'on l'encombre d'œuvres d'art, on l'encombre de mobilier urbain, on l'encombre d'événements, on l'encombre de modes de déplacement en tout genre. Et alors là, à ce moment-là, on s'attaque réellement, je dirais, à la ville
comme tissu social. Oui, c'est ça. Mais on fait, d'ailleurs, c'est très intéressant, c'est que les mêmes qui font... Alors, il y a d'un côté les logements sociaux. Exactement. C'est ça. Et d'un côté, le luxe le plus total. Voilà. D'un côté, on a les fortifs. Je veux dire, on a tout autour des boulevards des Maréchaux. On a les fortifs. Et puis, au centre, on a le luxe, l'hyperluxe. Ouais. Voilà. Et entre les deux, il n'y a plus rien. Et entre les deux, il n'y a plus partez. rien. Et entre les deux, je le dis à un moment, en plus, c'est quand même assez cocasse, c'est une municipalité en principe de gauche. Il n'y a pas mieux que la gauche pour mettre les classes moyennes et les prolétariser vers le nord au nom de la boboisation. Non, c'est ça qui est extraordinaire. Et en plus, comme vous dites, mais tout ça, c'est lié. En fait, c'est politique. C'est-à-dire, ça se reflète sur la situation de Paris en tant que démographie. Alors, la démographie devient une conséquence de tout ça. La hausse des loyers. La hausse des loyers, l'airbnbisation, la transformation, parce qu'effectivement, au moment, par exemple, des successions, moi je le vois, j'habite dans un des quartiers chers de Paris, au moment des successions, les héritiers n'ont pas du tout les moyens de reprendre, donc ça se vend, les prix s'envolent, et puis à ce moment-là, on a des gens qui achètent pour des pieds-à-terre, et puis les pieds-à-terre deviennent des Airbnb. Il paraît que dans le Marais, ça devient invivable. Alors ils essayent d'endiguer la chose, ce tsunami-là, mais c'est vrai que ce qui est tout à fait fascinant, c'est que le génie de Paris a toujours été aussi dans cette mixité des classes moyennes. Mais les ouvriers, il n'y a plus un seul ouvrier dans Paris, il n'a plus les moyens, etc. Enfin, il y a eu une espèce de rupture absolument totale, et ça se reflète, et c'est ça qui est intéressant dans votre livre, c'est-à-dire ça se reflète dans l'art, quoi. Et ça se reflète dans l'art, c'est-à-dire que l'art fait partie, je dirais, des embellissements qu'il faut mettre dans des zones de luxe. De ce côté-là, l'installation des tulipes là, vers le Petit Palais, qui est un pis-aller par rapport au projet initial, qui était de le mettre à Chaillot, entre le Palais de Tokyo et le Musée d'Art moderne de la ville de Paris, c'est pas une mauvaise opération du tout, parce qu'il va y avoir la restructuration gigantesque du Grand Palais. Avec Chris Dercon, avec probablement remise en continuité du Petit Palais, du Grand Palais, du Palais de la Découverte. Et à ce moment-là, Koons va se trouver véritablement au cœur, cœur des choses. C'est une grande réussite, en fait. Je veux dire, mais ce qui est terrible, c'est qu'en voie de, on va pas reparler, on en a beaucoup parlé, en voie de circulation, parce qu'en plus, elle nous inonde, c'est très bien, nous inonder de Koons, enfin c'est très bien, à chacun son avis. Mais après Koons, avec Koons, il y a les trottinettes, les bicyclettes, les chemins, ça va absolument de pair avec cette touristification à outrance, avec aussi une ville qui devient une ville consommable. Donc avec des offres de services, ça va depuis les citybus pour faire les tours, up and off, je veux dire, jusqu'aux trottinettes, jusqu'aux tuk-tuk, jusqu'aux voies séparées pour les touristes, jusqu'à la signalétique. Et alors, du coup, je pose plus largement la question, parce que à vrai dire, c'est Koons qui m'a ouvert les yeux là-dessus, parce que comme je dis, qu'est-ce que c'est cet embarras de maison qu'on nous met ? C'est 60 tonnes, 12 mètres de haut, etc. Les tulipes, et j'ai ouvert les yeux sur quelque chose que je sentais, si vous voulez, implicitement. C'est sur l'ameublement urbain, le mobilier urbain. Maintenant, pensez-y, que les auditeurs y pensent, mais c'est vrai aussi dans d'autres villes. Quand vous commencez à regarder le mobilier urbain, vous apercevez que c'est devenu délirant. Il y en a partout. La ville est devenue, je dirais, un champ d'obstacles, un champ de mines, avec du mobilier urbain partout. Ça va depuis les sanisettes, les panneaux d'annonce. Regardez, une chose qui m'indigne particulièrement aussi, c'est maintenant la manie de dissimuler les échafaudages derrière ces grandes bâches pour faire de la publicité, etc. Absolument. Comme si un échafaudage, ça peut être assez beau, un échafaudage, je veux dire, mais est-ce qu'on a besoin de marchandiser tout, de tout touristifier, et puis surtout de rendre tout consommable? Et dans le même temps, on tient des discours sur Baudelaire, le promeneur, etc. On peut plus se promener dans Paris, c'est pas possible. Merci Michaud, merci de votre indignation, elle est partagée, et c'est vrai qu'il n'y a pas que Paris qui subit cette vitrification. Ceci n'est pas une tulipe, un pamphlet signé Yves Michaud, notre invité que nous remercions. Ceci n'est pas une tulipe, qui est publié chez Fayard. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. Merci André Berkoff.